Bienvenue sur Radio LCF, vous êtes à l'écoute de La Chine en français avec moi-même et Sébastien Périmoni. Nous sommes en direct pour cette émission Le Monde bouge, La Chine avance. J'ai le plaisir de vous recevoir Sébastien Périmoni. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici en tant qu'expert, vous êtes membre et militant de Solidarité et Progrès, un parti humain. Est-ce que vous pouvez très brièvement le présenter, histoire que voilà, ce soit mieux de votre... Solidarité Progrès est un parti qui se bat en France depuis les années 90 et qui a présenté 3 fois Jacques Cheminade à l'élection présidentielle. Oui. Et Jacques Cheminade, c'est intéressant par rapport à la Chine qui avance, c'est-à-dire que dans sa première campagne présidentielle en 1995, au cœur de son programme, il avait introduit l'idée que la nouvelle route de la soie serait la politique de développement du XXIe siècle, en 1995. Ce qui vaut une grande reconnaissance aujourd'hui d'ailleurs dans le monde asiatique. Et c'est une idée qui a été présentée en Chine par des amis à nous en 97, qui a fait son chemin et qui est aujourd'hui sous le nom Une ceinture, une route, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. One Belt, One Road, voilà, exactement. Ouais. Aujourd'hui, quelque chose qui est en train de transformer le monde et qui a déjà transformé la Chine. Exactement. Donc, alors, on vous reçoit aujourd'hui dans cette émission, Le Monde bouge, La Chine avance sur Radio LCF, pour voir les effets de ce projet, One Belt, One Road, notamment en Afrique, où le président Xi Jinping se rend là pour les semaines qui arrivent, en passant en tout cas en premier lieu au Sénégal. La visite d'un chef d'État aussi important, aussi puissant que Xi Jinping en Afrique, ça représente quoi pour le continent ? Ça représente la continuation de la politique qui a été développée par la Chine depuis 2000 environ. On sait que les échanges avec l'Afrique se sont développés énormément à partir de 2000. Ils se sont multipliés par 20. La Chine est devenue le premier partenaire de l'Afrique en termes d'investissement étranger. Donc aujourd'hui, c'est la première visite de Xi Jinping dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est intéressant, puisque dans le cas d'une ceinture, une route, le projet chinois, c'est vrai que c'est plus l'Afrique de l'Est qui aujourd'hui en a profité, entre guillemets, avec l'Éthiopie en particulier, le Kenya, le Mozambique, où il y a beaucoup de projets d'infrastructures. Plus à l'Est. Plus à l'Est, voilà, qui ont été réalisés. Et aujourd'hui, je pense que cette visite de Xi Jinping en Afrique de l'Ouest est une très bonne nouvelle, puisque c'est que ça va renforcer la coopération entre l'Afrique de l'Ouest et la Chine et permettre de renforcer en fait d'une amitié, un partenaire stratégique global durable. C'est comme ça que s'est présentée la visite de Xi Jinping au Sénégal. Et le Sénégal est déjà un des pays en Afrique de l'Ouest qui, disons, reçoit le plus d'aide de la Chine pour le développement de ses infrastructures. À la fin de cette tournée africaine de la part du président Xi, il y aura un sommet organisé en Afrique du Sud, à la tête des BRICS. Donc les BRICS, très brièvement, pour les auditeurs qui nous écoutent, les BRICS, Brésil, Russie... C'est très intéressant historiquement parce que l'idée de réunir et de créer une banque de développement entre l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique était né en 1955 lors des sommets des pays non alignés. Malheureusement, la plupart des dirigeants de ces pays-là ont été évincés, écartés, voire assassinés, dans le cas d'Indira Gandhi, qui était à la tête de ce mouvement. Et donc, c'est vrai que l'idée, à partir de 84, est un peu disparue des radars et est revenue à partir du moment où le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud ont décidé de faire ce forum des BRICS et de réunir ces 3 continents, de créer une banque de développement des infrastructures, parce que l'idée, déjà dans les années 50, dans les années 60 et au moment des indépendances africaines, était de développer l'Afrique d'un point de vue infrastructurel, ce qui n'a jamais été réalisé. Donc, à la place, c'est... Ou non dénué d'intérêt de la part des pays qui souhaitaient investir en Afrique. C'est-à-dire, pardon C'est-à-dire que c'est les pays qui, sous couvert de différentes politiques d'investissement, finalement n'y voyaient que leur propre intérêt. Ah, évidemment, oui, bien sûr, tout à fait. Donc là, c'est vrai que c'est les BRICS et maintenant une ceinture, une route, c'est ce que nous, on estime être un nouveau paradigme économique et monétaire international, où la politique du consensus de Washington, du FMI, de la Banque mondiale est remplacée par une politique réelle de co-développement, de développement mutuel gagnant-gagnant, puisque évidemment chacun en tire un profit, puisqu'on n'est pas dans l'assistanat, on passe de l'assistanat, l'aide au développement, au co-développement. Et c'est très intéressant et que vous m'invitiez aujourd'hui, parce que dans l'Express de cette semaine, du 18 juillet, vous avez la reconnaissance en France de ça à travers Laurent Bigot, qui est l'ancien sous-secrétaire chargé de l'Afrique de l'Ouest au Quai d'Orsay,
qui lui explique clairement, qui met le tabou sur la table en disant l'aide au développement n'a jamais porté ses fruits. Donc c'est la politique qui avait été mise en place par l'UNESCO dans les années 70 et qui estimait que les pays riches devaient donner 0,7% de leur PIB aux pauvres pour les aider. Et donc lui dit ça a été un échec. Elle a consisté à apporter en Afrique des idées d'Européens sans demander leur avis aux populations. Il s'agit au mieux de paternalisme, sinon d'un racisme inconscient consistant à dire les pauvres, ils n'y arriveront jamais tout seuls. Donc c'est quand même des mots très forts. Bien entendu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette compréhension, même en Europe, de l'échec de la politique de l'aide au développement, fait qu'il y a une réflexion même en Europe pour changer notre stratégie vis-à-vis de l'Afrique et pourquoi pas justement en s'inspirant ou en coopérant avec la Chine qui est très présente par exemple dans le cas du Sénégal. Alors l'idée de la Chine, ce n'est pas du tout justement cette espèce de perfusion de paternalisme comme on a pu le voir à l'européenne, notamment l'Europe du Nord en tout cas qui a de forts liens historique, les États-Unis également, avec le système de l'esclavage qui avait été mis en place au XVIe, XVIIe siècle. Donc la Chine, elle, n'a pas ce passé-là. C'est-à-dire que la Chine vient sous quel rôle en Afrique sous le rôle du sauveur, de l'aidant, d'un partenaire Quel est le rôle endossé par la Chine auprès des populations africaines? Vous savez, c'est un petit peu une métaphore un petit peu salace, mais je pense que la relation de l'Afrique avec l'Occident a été un petit peu la relation du mari cocu, vous voyez, qui donne 60 € à sa femme pour qu'elle puisse payer la chambre d'hôtel dans laquelle elle le trompe. C'est-à-dire qu'on s'est servi des matières premières, mais il n'y a rien eu en échange. Oui, voilà, c'est ça. C'est une métaphore un peu osée, mais enfin... La Chine, c'est totalement différent. La Chine, c'est un partenaire. D'ailleurs, même en France, c'est ce que dit Monsieur Bigot, c'est clairement aujourd'hui la France, l'Occident doit considérer l'Afrique comme un partenaire. On doit parler à Macky Sall, on doit parler à Bouhari, on doit parler à Idriss Déby comme on parle à Angela Merkel ou à Donald Trump. Bien entendu. Donc ça commence à être introduit dans le langage français. Et c'est vrai que la Chine aujourd'hui est un partenaire de l'Afrique. Donc c'est comme ça que c'est vu et c'est pour ça qu'ils utilisent ce terme de co-développement. Évidemment, la Chine profite des matières premières en échange, mais en échange développe des infrastructures qui sont extrêmement bénéfiques et surtout est en train de faire émerger le début de ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique, 80% des Africains ont moins de 2 $ par jour. C'est-à-dire, en gros, ne se que de la survie. Donc, grâce au train en Éthiopie, au Kenya, le pont qui va être inauguré cette semaine au Mozambique, c'est plusieurs millions d'emplois qui ont été créés. Et 89% des employés des firmes africaines, il y en a plus de 3000 en Afrique aujourd'hui, sont formés à 89% sont africains et 44% sont des cadres. Donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est une formation, une qualification qui est donnée. Ce n'est pas simplement un échange matière première contre infrastructure. Il y a aussi cette idée de formation, de développement, de formation de la main-d'œuvre. Et ça, c'est un des aspects intéressants de la politique chinoise. Est-ce que la Chine voit dans les pays africains une forte potentialité de la création, de la naissance de cette classe moyenne, comme elle l'a été à la fin des années 60, 70, 80. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que la Chine a été longtemps l'atelier du monde, c'est-à-dire avec un niveau de vie relativement bas. Elle est passée maintenant dans une société de l'innovation, avec des emplois extrêmement qualifiés dans le nucléaire, le spatial, la technologie, etc. Et a développé un pouvoir d'achat gigantesque, dont d'ailleurs l'Europe profite énormément. On le voit avec le tourisme chinois actuellement en Europe, qui est très important. Bien entendu. Donc, c'est de ce point de vue. Ou les délocalisations aussi, voilà, pour faire fabriquer dans les années 70, 80, 90, exactement. Ouais. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, l'Afrique va vivre, et il faut l'espérer, ce qu'a connu la Chine ces 20 dernières années, c'est-à-dire va permettre d'extraire, on l'espère, 700 millions, 800 millions de personnes de l'extrême pauvreté dans les 10 à 15 années qui viennent. Et ce qui est intéressant, c'est que la Chine se base sur 2 pieds, à la fois des projets structurants, c'est-à-dire des grands projets, comme le projet pour revitaliser le lac Tchad, des projets de chemin de fer à grande vitesse sur des très longues distances. Et dans le cas du Sénégal, c'est très intéressant, le projet, ils annonçaient ça ce matin lors de la visite, qui est la construction de 180 systèmes d'approvisionnement en eau, la réhabilitation de 70 puits, donc qui va permettre à 2 millions de Sénégalais en milieu rural d'avoir accès à l'eau potable. Donc ça, c'est une révolution pour l'Afrique. Des mesures très fortes, oui. Des mesures très fortes. Des mesures très fortes. Alors, c'est un peu paradoxal parce que se dire qu'au XXIe siècle, il y a encore des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est grave. Oui. Mais
c'est en train d'arriver en Afrique. Sachant les ressources que possède l'Afrique, c'est-à-dire une des plus grandes réserves d'eau potable, douce. De toutes les matières premières, l'Afrique est très riche. Hein. Exactement. On se retrouve dans un instant, Sébastien Périmoni, pour la deuxième partie de Ce Monde Bouge. La Chine avance, exceptionnellement avec vous comme invité, pour la visite présidentielle du président Xi en Afrique. On revient justement sur les intérêts de la Chine en Afrique et les intérêts de l'Afrique pour la Chine dans quelques instants sur Radio LCF.